la manipulation de l'information n'est pas une manipulation de marché. C'est aussi pour ça, sur les cryptos, qu'Elon Musk s'est amusé à faire des tweets, faire tout un tas de choses avec son influence. Et à mon avis, il a dû gagner pas mal d'argent. Oui, mais il a officiellement pas fait de manipulation de marché. Mais il a le droit de le faire dans la mesure où on n'est pas sur des marchés réglementés. Les structures légales se trouvent par exemple aux îles Caïmans, aux îles Vierges britanniques, pour des raisons en fait de simplification administrative et plein d'autres raisons aussi. Quelles autres raisons? Fiscales notamment. Ouais, c'est bien, c'est bien de le dire. Je veux dire, c'est de notoriété publique. Bien sûr. J'ai rencontré un fonds global macro long short à Genève, traditionnel, qui est fuel par une banque genevoise, et eux avaient pour volonté en fait de s'intéresser, de développer un fonds spéculatif sur les cryptos, mais pour eux c'est trop tôt maintenant, et justement je pense qu'il manque un petit peu d'expertise, c'est difficile. À Dubaï, pour avoir moins d'impôts, et qui font du trading sur place, parce qu'encore une fois, quelqu'un qui va faire 20% de performance en France et quelqu'un qui va faire 20% de performance sur le marché à Dubaï, c'est pas la même chose. Ou par exemple, quelqu'un qui a une boîte à Hong Kong, il va payer 0% d'impôt sur les gains capital parce que c'est pas taxé. Alors quand il fera des pertes, il pourra pas les reporter sur l'année suivante, comme c'est le cas en France ou en Suisse. Mais il y a des places qui sont compétitives, et je pense que quand on fait du trading, à un moment donné, qu'on commence à être bon, il faut à mon avis oser optimiser, mais toujours rester dans le cadre légal. Je suis heureux de voir en Suisse qu'on a encore une réglementation qui permet un gain en capital à 0% pour les traders de détail qui font ça pas à titre professionnel. Pour un Suisse qui est de nationalité suisse, aujourd'hui il y a encore le secret bancaire. Je vous prends un exemple, vous prenez votre voiture, vous la vendez, vous recevez un virement de 50 000 francs sur votre compte. On ne va pas vous bloquer votre compte comme en France, où votre banquier ne va pas vous appeler juste pour vous demander qu'est-ce que c'est, quoi. En fait, il y a des entreprises qui sont sous-valorisées, sous-cotées, et pourtant elles peuvent rester sous-cotées pendant des années. Et personne s'y intéresse. Et en fait, c'est là où il y a deux types d'analystes. Il y a les analystes qui pensent qu'il n'y a que le fondamental, c'est la technique, etc. Et en fait, moi, je pense que c'est une combinaison de toutes ces techniques d'analyse. Et pour répondre à ta question, en fait, très concrètement, je pense qu'il y a une histoire de momentum et que l'analyse comportementale est très importante. Et par exemple, dans les cryptos, j'ai parlé avec un ingénieur qui a fait le MIT. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du GK Trading. Aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver Loris Santi, un trader suisse que vous connaissez peut-être, car il y a une entreprise qui tourne autour du trading ici en Suisse. Et je suis super content de l'avoir pour ce podcast, car on va parler de pas mal de choses, de gestion d'actifs en Suisse, de comptes offshore, de crypto, de fiscalité, de comment choisir ses cryptos. C'est aussi un sujet qui intéresse. Donc Loris va répondre à toutes ces questions. Comment tu vas, Loris? Bonjour Faustin, merci de me recevoir sur ta chaîne UGK Trading. C'est vraiment un plaisir pour moi. Ça va très bien, je te remercie. Et toi? Écoute, très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, qui tu es, quel âge tu as? Donc, tu es un trader suisse. Quelles sont tes études, ton parcours universitaire? Parle-nous un peu de toi, on va dire librement. Bien sûr. Alors, je m'appelle Loris Santi, j'ai 23 ans seulement. J'ai fondé Alliance Trading il y a quelques années. Donc, on était un cabinet de consulting, on est toujours un cabinet de consulting spécialisé dans les crypto-monnaies. J'ai un parcours un petit peu particulier. Donc, j'avais commencé par un petit peu mon parcours entrepreneurial. J'avais commencé par développer l'Atelier Santi, qui est un site de vêtements pour femmes. Ensuite, quand j'étais jeune, j'ai développé une boîte de location qui n'a absolument pas fonctionné. Je t'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Et à la fin, j'ai toujours, depuis l'âge de 15 ans, été absolument passionné par la bourse et l'économie. Et donc, ça m'a amené à faire un bachelor en économie d'entreprise à la Haute École de Gestion de Genève. Et puis, je suis également candidat à la certification CAIA, donc Chartered Alternative Investment Analyst. Et dans quelques jours, je passerai le CFA niveau 1. Donc, voilà, plusieurs choses très actives. Ok, super intéressant. Donc, pour ton âge, c'est vrai que tu as uniquement 23 ans. Tu as monté une société comme Alliance Trading que ceux un petit peu du domaine connaissent. Moi, je t'ai connu, Loris, lorsque tu faisais une conférence pour un assez gros courtier à Paris, c'était au Salon du Trading. Tu parlais déjà beaucoup de crypto, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment parler de crypto. Mais avant ça, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton expérience d'Alliance Trading? Qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Est-ce que tu proposes toujours des services? Parce que là, tu passes des examens qui sont quand même assez lourds.
T'es tout seul sauf erreur ou t'avais un associé dans ce business. Raconte-nous un peu cette partie entrepreneuriale autour du trading et surtout d'Alliance Trading, ta compagnie. Oui, alors j'avais effectivement un associé avec toutes ces études. J'ai toujours voulu faire les choses par moi-même. Maintenant, c'est sûr qu'il faut un certain niveau académique et un certain niveau de connaissance dans la finance de marché qui est extrêmement poussé. C'est vrai que ces certifications sont extrêmement difficiles. Et qu'est-ce qu'on propose avec Alliance Trading? Principalement, on était au tout début en 2018, 2019 déjà. Donc on proposait, en fait, on avait un groupe où on envoyait des informations, on proposait en fait de la recherche fondamentale sur les différentes cryptos. Un de nos succès principaux qu'aujourd'hui dans la sphère crypto on connaît, on a été sur le Solana, on a proposé le Solana à l'achat à 2,9 $. Aujourd'hui, on est à l'heure actuelle, je crois qu'on est dans les 150, 180 $. Et en fait, notre objectif, c'était de proposer en fait, des méthodes pour ouvrir des comptes. Donc, on aidait nos clients à ouvrir des comptes sur Binance, sur KuCoin, sur Bitrue, qui sont des exchanges crypto. Et également, ce qu'on leur proposait, on avait différents packs, en fait. Enfin, on a toujours différents packs qu'on propose. J'en fais simplement plus la pub, j'ai plus beaucoup de temps. Mais on proposait de sécuriser les crypto-actifs qui étaient disponibles sur des cold wallets, donc Ledger, dont on parlera un petit peu après. Ok, super intéressant. Donc, expertise vraiment crypto. Et comment t'es tombé dans le monde des cryptos, même dans le monde du trading? Parce que c'est quand même assez... c'est un métier, on va dire, un peu de niche. Alors, c'est un peu moins le cas en Suisse. Moi, je suis originaire de France, je me suis expatrié ici. Mais toi, tu es né en Suisse avec un ADN finance-marché. Aussi, la Suisse, c'est très crypto. On le voit avec le canton de Zug ou d'autres cantons. Mais toi, mis à part cet ADN suisse que tu as naturellement, comment tu es tombé un peu dans la finance de marché? Est-ce que tes parents sont dans ce domaine-là ou pas du tout? Explique-nous un peu ça. Non, alors mes parents sont absolument pas dans ce domaine, ce qui m'a pénalisé, bien évidemment. En fait, à l'âge de 16 ans, j'ai découvert que j'allais découvrir, c'est que mes parents me cachaient que j'allais hériter de 100 000 francs à l'âge de 18 ans. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faut que tu te prépares à ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 100 000 francs que tu sais que tu vas recevoir? Est-ce que tu vas le placer dans tes études? Donc voilà, je suis parti à l'étranger apprendre l'anglais notamment, ce qui me sert beaucoup. Aujourd'hui, je me suis préparé, donc j'ai commencé à lire des livres de trading et d'économie à l'âge de 15 ans déjà. À 18 ans, j'arrivais au bout de ce que je connaissais. J'ai fait un peu tout ce qui était le trading des influenceurs. J'ai découvert un peu tous les dessous. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, tout ça, ça fonctionne pas. Il y a des choses qui vont pas. C'est pas honnête ce qui se passe en fait. Et donc, j'ai essayé de proposer ma propre solution la plus transparente possible. Et bien évidemment, je me suis heurté à tous les problèmes qu'on peut retrouver dans la finance et l'entrepreneuriat. Et par la suite, aujourd'hui, moi, j'ai envie de plus m'intéresser à la clientèle institutionnelle. Et donc, je me forme aussi dans ce sens-là. Et il y a une énorme différence entre le fait de trader à titre individuel et à titre institutionnel. C'est une différence de niveau énorme. Ouais, c'est complètement différent. Donc, en fait, tu as eu potentiellement, du coup, un montant que tu allais débloquer à l'âge de 18 ans, du coup, que tu as débloqué. Et du coup, avant ça, par anticipation, tu t'es dit, il faut que je réfléchisse comment je peux optimiser ça. Et tu es tombé, du coup, dans le monde des cryptos. Et aussi, moi, je te connais, tu fais aussi du Forex, des indices. Tu fais pas mal d'autres choses. C'était pas que crypto ou aujourd'hui, tu fais t'intéresses que à ça? Non, pas du tout. Alors en fait, je suis pas arrivé sur les cryptos tout de suite. En premier, ça a été l'économie, puis ensuite la finance de marché, le forex, les matières premières, principalement au début sur CFD. Maintenant, je suis en train de changer sur les contrats futurs et options. De base, c'était ça. Et en fait, c'est vrai que quand je discutais avec les gens dans la finance, j'ai rencontré pas mal de grosses têtes, on peut dire ça, de la finance genevoise et zurichoise également. Et en fait, c'était chaque fois le même discours. Moi, j'avais 20 ans à cette époque-là. Et quand on arrive à Genève et qu'on a 20 ans et qu'on dit à un mec ça fait 30 ans qu'il trade le pétrole, qu'on sait mieux que lui, généralement, ça passe pas très bien. Par contre, dans le secteur crypto, justement, c'était un secteur de jeunes. Les financiers traditionnels sont complètement dépassés et ils le sont encore aujourd'hui, je précise. C'est en train de s'améliorer dans la certification. C'est un marché qui va tellement vite que c'est difficile de suivre aussi d'un point de vue pédagogique et universitaire. Exactement. Enfin, aujourd'hui, l'université n'a pas la capacité de suivre. Il y a trop d'inertie dans les programmes. Et donc là, je pensais que j'avais une réelle plus-value à ajouter. Mais bien évidemment, une allocation crypto, ce n'est uniquement une allocation. Il y a les matières premières, il y a le forex, il y a d'autres, bien sûr, mais c'est bien de le dire, parce qu'il y en a, ils font 100% crypto. Et déjà, si on ne sait pas en plus protéger ces cryptos, tu en reparleras par la suite, et qu'on ne sait pas sélectionner les bonnes cryptos,
Enfin voilà, c'est bien cette notion de diversification. Tout à fait. Avant de terminer sur ta brève présentation, est-ce que tu peux nous partager peut-être un succès, un échec? Est-ce que tu as des anecdotes à nous dire par rapport à ça? Oui, je dirais que je me suis toujours considéré comme une simple personne qui a envie d'apprendre. Et puis plus j'avançais, plus je me rends compte qu'en fait les gens, sur certains sujets, quand il s'agit de faire des allocations, de décider d'un actif spécifique dans lequel investir, en fait plus personne se mouille. Tout le monde a peur de montrer ce qu'il sait. Et je dirais un de mes succès, c'est d'avoir postulé à la banque Flowbank qui a fait faillite. On m'a pas répondu, on ne m'a même pas répondu, on n'a même pas ouvert mon CV. Et puis par contre, j'ai eu l'occasion de faire un trading bar avec eux par la suite. Donc voilà, j'ai toujours ce côté un petit peu ma file entrepreneur. Ça, c'est un de mes succès. Il y avait Paris notamment. Où on s'est rencontrés. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est ça tes succès, parce que tu es super jeune. Moi, je ne savais pas que tu étais aussi jeune. Et pour autant, tu as fait des conférences pour des banques en Suisse. Enfin, une banque en Suisse, effectivement, qui a fait faillite, mais n'empêche, ça reste une licence bancaire. Les faillites, ça existe. Hein. Je connaissais à l'époque à Londres, il y avait le broker Fixie qui a fait faillite. Pourtant, c'était un bon courtier. Voilà, c'est... Faut pas tout maîtriser, mais pour moi, tes succès, c'est ça. Tu as fait aussi une conférence pour un gros courtier en France. Il y a quand même pas mal de monde, je crois. Il y avait 50 ou 60 personnes, sauf erreur, peut-être même plus. Un peu plus, je pense. Plus, ouais. Oui. Pas de souci. J'ai aussi fait cette conférence juste après toi. D'ailleurs, tu m'avais mis la pression à ce moment-là. J'attendais que tu sors de la salle, tu vendais tes services. J'ai dit, c'est quand qui dégage, Loris, là, je dois passer. On m'a coupé d'ailleurs sur cette partie. Et j'ai dit, allez, c'est bon, vous le faites dégager, celui-là. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. Mais c'est vrai que pour ton âge, c'est incroyable. Puis même, t'as aussi gagné de l'argent avec ton business, ce qui est pas forcément évident. Donc, je te vends bien, mais c'est vrai que c'est important de le dire. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet, à savoir un petit peu les cryptos. Est-ce que tu peux nous faire une introduction assez simple pour l'audience sujet K Trading sur le monde des cryptos? Alors simple, c'est très difficile pour moi, mais je vais essayer. Je vais essayer. Alors, où est-ce qu'on se situe dans le marché des cryptos? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a la tokenisation d'actifs, par exemple, dans le secteur des cryptos, un énorme avenir. Toutes les institutions sont en train de former leur personnel dans ce trend. BlackRock, UBS, Goldman Sachs, etc. Ils sont tous dans le trend. Je pense qu'on a un marché qui est en train de gentiment changer. On a la mise en place d'ETF, Bitcoin, Ethereum, etc. Mais ce qu'on voit pour moi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a de la peine encore à valoriser une crypto, à savoir pourquoi est-ce qu'elle a une valeur et puis qu'est-ce qu'elle amène de particulier, en fait. Et justement, moi, je suis très attentif à ça et je pense qu'il faut faire très, très, très attention de ne pas oublier qu'une crypto a une valorisation parce qu'elle a une utilité et pas strictement pour la spéculation. Et donc, en fait, ma position sur le marché crypto, c'est qu'il faut avoir une allocation beaucoup plus lourde, selon moi, parce que pour moi, c'est un marché qui est, sur certaines cryptos, très sous-évalué, qui a un énorme potentiel dans l'avenir. Le Web3, les cryptos, la blockchain, l'intelligence artificielle, tout ça, en fait, se relie. Mais par contre, il faut vraiment faire attention d'avoir une bonne due diligence en fait, sur ces différents actifs. Donc, ok. Et comment sélectionner du coup, pour un débutant, 3 cryptos par exemple, déjà une crypto, puis après tu pourras peut-être nous donner 3 cryptos qui te semblent intéressantes. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais... Ce n'en est pas un. C'est bien strictement à titre éducatif et informatif. Merci. Merci de le rappeler. Mais voilà, comment on choisit une bonne crypto? C'est pour quelqu'un qui est, on va dire, un peu débutant, c'est quoi déjà les bonnes bases, les premières étapes, selon toi, pour choisir une bonne crypto? Parce qu'on entend dans les médias, on parle du Bitcoin, on parle de Solana, on parle de Cardano et j'en passe, c'est les meilleurs. Mais au final, c'est quoi tes process pour trouver une bonne crypto? Simple. Alors, c'est possible. Simple, pas écouter les médias. Ça, c'est la première étape. Si on commence par écouter Cryptoise, des médias spécialisés, c'est chaque fois que c'est dans les médias, ça sera toujours trop tard. En fait, on aura toujours un coup de retard. Même dans les médias spécialisés? Oui. Ça veut dire que les médias spécialisés, c'est le premier warning. Et après, tu as les médias comme les chaînes nationales, que ce soit suisse ou en France, TF1, on parlait du Bitcoin. Alors là c'est complètement mort, du coup, à ce moment-là. Ouais, là, je veux dire, quand on parlait du Bitcoin, ils en ont parlé au téléjournal sur la RTS, et ben, il y a eu une correction de marché qui s'est effectuée droit derrière. Donc, en fait, Mais c'est souvent ça, c'est là que les retail s'intéressent à un produit, c'est lorsqu'on est souvent sur
sur des niveaux, j'allais pas dire forcément les plus hauts, mais là où il y a un énorme intérêt, où tout le monde en parle, généralement c'est un peu trop tard. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans le marché des cryptos, c'est que c'est un marché qui est non régulé. Donc officiellement sur les marchés traditionnels, les manipulations de marché sont interdites. La SEC, Security Exchange Commission aux États-Unis, qui est le régulateur américain, je crois que c'est 25 ans de prison, hein, ou c'est une très très lourde amende selon le profil. Par contre, sur le marché des cryptos, en fait, c'est pas régulé, donc déjà il y a ce côté-là. Et deuxième point, c'est qu'en fait, même sur les marchés standards, on considère que la manipulation de l'information n'est pas une manipulation de marché. C'est aussi pour ça, sur les cryptos, qu'Elon Musk s'est amusé à faire des tweets, faire tout un tas de choses avec son influence. Et à mon avis, il a dû gagner pas mal d'argent. Oui, mais il a officiellement pas fait de manipulation de marché. Il a le droit de le faire dans la mesure où on n'est pas sur des marchés réglementés. Et donc, du coup, pour revenir à la question, comment on choisit du coup une bonne crypto ? Alors, il y a tout un investment process qu'il faut mettre en place, une due diligence de plusieurs critères. Il y a différents risques de liquidité, risque de contrepartie, risque également technologique, risque d'interopérabilité. Et donc, le but, en fait, c'est de vraiment essayer de prendre tous ces risques, d'essayer de les identifier. Et typiquement, un des éléments centraux, c'est le white paper, qui est la partie technique informatique. Et ça, c'est ce qui est intéressant sur les cryptos, c'est qu'il y a la partie certes financière, d'évaluation, de modélisation financière, mais il y a toute la partie informatique, en fait. Et la partie informatique, c'est en fait les fondamentaux d'une crypto, c'est ce qui fait qu'elle va tenir ou pas. Sur le long terme. Ouais, exactement, c'est ça. Et par exemple, Solana, la raison de pourquoi est-ce qu'on l'avait pas recommandé, mais on a dit c'est nous qui faisons ça, vous faites ce que vous voulez. Tu peux le dire, tu l'as recommandé. Avec 25 pages de documentation légale, bien évidemment, j'invite les personnes à aller voir sur notre site. Mais disons qu'en fait, nous, on avait décidé que le Solana était une bonne crypto, parce qu'en fait, quand on essaie d'utiliser Ethereum, ERC20, en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup trop cher, les frais de gaz sont beaucoup trop chers, et Solana proposait une réelle alternative. Et donc, en fait, c'est sur ces alternatives-là qu'il faut se concentrer et dire quels sont les risques, de les monitorer. Et donc, si je dirais l'investment process complet, je dirais 1, regarder le white paper, 2, faire une analyse technique. L'analyse technique ne donne pas toutes les informations, mais elle nous permet d'avoir juste une petite... Puis peut-être un meilleur market timing. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que si on voit qu'en fait le trend n'est pas là, même si les fondamentaux sont très bons à long terme, il va falloir qu'on fasse attention en fait, justement sur le timing pour pas être contre la tendance en fait. Et il y a dans les cryptos, au-delà des fondamentaux, il y a beaucoup de spéculation. Et donc l'important, c'est aussi de comprendre qu'on peut avoir un coup d'avance, mais des fois, il faut juste aussi rester dans le trend et de suivre le momentum de chaque projet en fait. Ok. Et tu penses que lorsque tu choisis une crypto, si le projet est bon, forcément il y aura un potentiel sur le long terme. Est-ce que c'est pas plutôt, c'est une question que je pose, l'analyse comportementale qui prend plus le dessus? Parce que par exemple, le Bitcoin c'est bien, une technologie intéressante, mais il y a d'autres cryptos qui font beaucoup mieux, sauf faire de ma part. Pourquoi ces cryptos-là prennent pas plus de poids? Parce qu'il y a beaucoup plus de masses qui vont aller investir et opérer avec le Bitcoin et qui ont une confiance, en fait, c'est comme une monnaie. Le dollar, on a confiance en dollar, plus ou moins, mais on a confiance plus ou moins au Bitcoin parce que c'est connu. Et est-ce qu'il n'y a pas une décorrélation entre le projet parfois qui peut être super intéressant et les prix qu'on a? Comment se constituent les prix? Je pose des questions que beaucoup de gens se posent. Est-ce que tu veux détailler un peu cet aspect-là? Oui, bien sûr. C'est intéressant la question que tu poses parce qu'en fait, c'est une question qui se pose pas seulement dans le secteur des cryptos, mais aussi dans le secteur des actions. Dans le CFA, j'apprends justement à calculer tout ça, comment est-ce qu'on détermine si une entreprise est sous-valorisée ou pas. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, il y a des entreprises qui sont sous-valorisées, sous-cotées, et pourtant, elles peuvent rester sous-cotées pendant des années. Et personne s'y intéresse. Et en fait, c'est là où il y a deux types d'analystes. Il y a les analystes qui pensent qu'il n'y a que le fondamental, il y en a c'est la technique, etc. Et en fait, moi, je pense que c'est une combinaison de toutes ces techniques d'analyse. Et pour répondre à ta question, en fait, très concrètement, je pense qu'il y a une histoire de momentum et que l'analyse comportementale est très importante. Et par exemple, dans les cryptos, j'ai parlé avec un ingénieur qui a fait le MIT, qui a développé en fait un système algorithmique qui permet de scanner tous les réseaux sociaux
pour un projet crypto à destination des hedge funds, donc des fonds spéculatifs, on parlera après, et qui en fait analyse pour voir en fait les différents comportements d'un projet et puis comment est-ce qu'on en parle. En Est-ce fait. que tu parlerais pas de Paul Wang qui est sur Oui, Genève? Voilà. oui, C'est, tout à fait. c'est quoi le nom de sa boîte déjà? Je sais plus. C'est une très bonne question. Je l'ai sur le bout de la langue. J'en ai parlé sur le dernier podcast avec Alexandre Baradez. Je savais pas que tu le connaissais. Mais, Mais si, je connais. Il était venu à une conférence que j'avais faite pour une banque ici en Suisse. Et il m'a présenté son projet qui est super intéressant, mais je ne me rappelle plus le nom. On vous mettra potentiellement dans le montage, peut-être dans la description de la vidéo. Et c'est vrai que ça scanne en fait des mots-clés sur les réseaux sociaux, et en l'occurrence des mots-clés de crypto, mais pas que sur les cryptos, hein, ça marche aussi sur les matières premières, parce que Genève, c'est la première place mondiale, sauf erreur, du trading des matières premières. Et en fait, on se rend compte que l'analyse comportementale, c'est juste essentiel aujourd'hui. Et moi, j'adore l'analyse comportementale, les sentiments clients, tout ça. Et ces outils-là qui sont un peu boostés par l'IA, permettent de voir est-ce qu'il y a un intérêt pour tel ou tel crypto, tel ou tel mot-clé, qui ont un intérêt. Est-ce que c'est des professionnels? Est-ce que c'est des traders de détail? Est-ce que c'est... Et donc, au final, c'est assez intéressant. Du coup, je te laisse continuer. Justement, en fait, ce type d'outil, pour moi, il n'est pas tout seul, c'est pas tout seul, c'est pas un outil qui permet. Ouais, bien sûr. Donc, tu combinais tout. C'est super. Honnêtement, moi, je l'explique toujours. Quand j'ai démarré, je pensais que c'était super facile. Puis je pensais que après avoir gagné 10 000 francs, j'avais tout compris. Et en fait, j'avais rien compris, en fait. Et en fait, plus on devient gros, et ça, je pense que c'est un point, c'est plus on devient gros et moins on est flexible. Et plus les mouvements sur les marchés, en fait, on va les voir. Et dans un marché, par exemple les cryptos, il y a certaines cryptos qui sont très peu liquides et il faut faire attention parce que quand on exécute des gros ordres, on peut faire des gros mouvements, on peut engendrer soi-même la panique. Et ça, je pense, c'est la différence entre aussi le retail et l'institutionnel. C'est pas les mêmes volumes, donc c'est pas, il y a d'autres contraintes. C'est ça exactement. Mais je pense que par contre, le client retail sur le secteur des cryptos, je veux dire, il faut arrêter de croire qu'en face de nous, oui, ils ont des gros avantages, ils ont des gros moyens d'analyse, etc. Mais fondamentalement, il y a des projets qui sont sous-valorisés si on les surveille, par exemple avec des outils comme TradingView. Je précise, je suis sur FactSet, par exemple. J'ai accès à FactSet. Il n'y a pas de crypto sur FactSet. Donc ça veut dire que pour le moment, les institutionnels, on n'y est pas. On y est pour des fonds spéculatifs ultra spécialisés. Tu veux dire que les institutionnels ont un peu du retard avec le monde des cryptos? Plus ou moins ton message. Est-ce que c'est pas dû à leur parcours universitaire? Et moi, j'étais un peu là-dedans. Parce que je suis plutôt dans du trading sur des marchés plus traditionnels, marché actions, matières premières, un peu de FX, donc des marchés qui existent, on va dire, depuis la nuit des temps. C'est ce que j'ai fait lorsque je travaillais pour un courtier et que j'étais analyste marché. J'étais plutôt sur ces produits-là. Des produits traditionnels. Est-ce que les institutionnels sont pas un peu dans le même profil, je veux dire, peut-être que moi, dans la mesure où ils restent sur des produits qu'ils maîtrisent vraiment, ils disent ça, c'est un nouveau marché, c'est pas réglementé comme on l'a dit, c'est un peu un marché jeune, ça repose pas forcément sur des règles concrètes, c'est peut-être le message qui se dit. Alors la question, c'est de se dire pour les institutionnels, qui c'est qui va traiter, quelles sont les structures légales qui vont trader les cryptos, qui est intéressé vraiment par ce marché. Pour moi, il y a deux types de structures, dont on parlera peut-être après. C'est les hedge funds, donc en français les fonds spéculatifs, et les boîtes de VC, Venture Capital ou Private Equity. C'est les seules structures, donc en fait les fonds de pension vont investir de l'argent dans ces structures, et c'est ces structures-là qui vont prendre des allocations. J'ai rencontré un fonds global macro long short à Genève, traditionnel, qui est fuel par une banque genevoise, et eux avaient pour volonté en fait de s'intéresser, de développer un fonds spéculatif sur les cryptos, mais pour eux c'est trop tôt maintenant, et justement je pense qu'il manque un petit peu d'expertise, et c'est difficile, c'est un marché qui est technique, spécifique et difficile, malgré tout. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, c'est intéressant. Si on passe maintenant sur la suite, on a choisi une crypto, selon ce que tu viens de préciser, différents types d'analyses, comment on sécurise en fait ces cryptos selon toi? Mais je vais peut-être te demander deux réponses. Une réponse pour une personne qui investit vraiment pas beaucoup, c'est anecdotique, qui n'a pas envie de trop se prendre la tête, et une personne qui commence à investir des sommes assez conséquentes, et il doit vraiment se pencher sur la question de comment je sécurise mes cryptos. Quelles sont les solutions? Alors justement, c'est là où les ETF, par exemple, crypto, proposent une solution, c'est-à-dire qu'on délègue toute responsabilité de sécurisation. Aujourd'hui, il y a deux solutions. Il y a les hot wallets, il y a les cold wallets, donc en fait des wallets, les hot wallets qui sont en ligne, comme par exemple Binance, KuCoin, Kraken, FTX. FTX également, merci de le rappeler. Et justement, avec FTX, on a vu les problèmes de ces échanges-là.
de savoir comment est-ce qu'on on garde une crypto, en fait, ça fait partie de l'investment process, et de dire, si j'investis dans cette crypto, elle est peut-être bien, elle est peut-être sous-évaluée, etc., mais comment est-ce que je la sauvegarde? Et par exemple, l'avantage du Solana, c'est qu'on peut la sauvegarder sur une ledger, et on peut stacker ces cryptos sur ledger également. Donc ça, c'est un gros plus. Et la question est de savoir comment est-ce que tu fais, quelle solution il faut choisir. Pour moi, ça dépend du montant. Comme tu l'as mentionné, si vous investissez 2, 3, 4, 5, allez, même peut-être 10 000, pour moi, à partir de 10 000, on peut dire que peut-être ça vaut la peine pour certaines cryptos d'aller sur Ledger. Mais le problème, c'est que Ledger, il y a certaines cryptos qui ne sont pas compatibles. Moi, il y a plein de cryptos sur lesquelles j'ai une bonne allocation et qui ne sont pas disponibles sur Ledger. Et ça, c'est un problème, donc il faut vraiment se renseigner, voir quelles cryptos sont compatibles. Est-ce que c'est pas trop complexe? Et le problème, c'est que si on veut trader sur Ledger, pour moi, là, il y a trop de risques. Les smart contracts sont pas encore assez solides sur des exchanges décentralisés, comme par exemple Uniswap. Et là, justement, il faut comprendre qu'il y a des avantages et des risques dans les deux solutions, à la fois hot et cold wallet. Ouais, c'est bien de le dire. Et à partir de 10 000 selon la classe d'actifs, et puis bon, j'invite quand même les gens à faire appel à peut-être à un expert à partir d'un certain montant, quoi. Et est-ce que tu penses que les exchanges vont se réglementer? Est-ce que tu penses que les cryptos, ça va devenir un jour ou l'autre un marché réglementé, ou c'est juste pas possible? C'est la nature des cryptos d'une certaine manière. Alors, il y a deux philosophies. Il y a la sci-fi et la DeFi, finance centralisée et décentralisée. Avec tout ce que j'ai vu, tout ce que je connais, je pense que la finance décentralisée est une utopie, un petit peu, on peut le dire. C'est jamais vraiment décentralisé. Donc j'y crois pas trop. Je pense que les exchanges comme Binance sont forcés à se réguler pour une adoption plus large. On l'a vu en France avec la réglementation PESAN. En Suisse, il n'y a pas de réglementation, sauf erreur. Sur les pas encore. Par exemple, un des rares exchanges. Swissborg. Oui, mais Swissborg n'ont pas de licence en Suisse. Ils sont en Estonie, voilà, ouais. Ou Lituanie, je sais plus, mais Estonie. En fait, la Suisse, je pense, là où on a un avantage, c'est qu'on laisse libre cours à l'innovation et on met un peu le frein sur la réglementation. Et je pense que ça, c'est important de vraiment comprendre ce qui se trame. Il y a différents types de cryptos. Toutes cryptos ne sont pas un moyen d'échange de valeur. Et puis je pense que la Suisse a raison de ne pas surréglementer. Je pense que c'est tout sauf la solution, mais peut-être juste de laisser comprendre aux personnes qui vont investir dans les cryptos qu'il y a un risque et qu'il faut maîtriser le risque, tout simplement. Et je pense que ce discours-là, on va dire moins paternaliste, est à mon avis plus intelligent. Donc ça, je le comprends. Parce que je sais qu'en Suisse, il y a le canton de Zug, il y a pas mal de boîtes qui s'installent là-bas pour tout ce qui touche autour des cryptos. On peut même payer ses impôts en crypto à Zug. Pas que à Zug, maintenant. Il y a plein. Donc c'est quand même intéressant. Et ça, c'est possible parce que c'est pas surréglementé. Tout serait surréglementé, on pourrait rien faire. Et une petite anecdote, j'ai un ami à moi qui fait un peu de business. Il a acheté une montre à 50 000 francs à Bucherer à Genève en crypto. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc la Suisse est quand même relativement souple par rapport à ça. Parce que, à mon avis, ça reste aussi anecdotique, en réalité, tous ces mouvements. En Suisse, je parle de ceux qui utilisent vraiment la vie courante pour acheter des montres, je pense. Je pense que ça vaut pas la peine aujourd'hui, qu'il y a trop de frais de payer en crypto pour le moment directement, parce qu'en fait, derrière, il y a toujours la contrepartie en francs suisses. En fait, c'est direct un switch qui est fait. Exactement. Ouais. Bien sûr, les boîtes comme Bucherer, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui vend des montres, d'ailleurs, qui a été rachetée par Rolex, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Très intéressant d'ailleurs leur coup. Très bon. Et ils switchent directement, ils n'ont pas envie d'avoir la volatilité, à mon avis, des cryptos sur leur compte. Enfin, je pense qu'il y a d'autres problématiques pour les business. Et justement, pour aller sur la suite, au niveau de l'utilisation des cryptos, il y en a beaucoup qui utilisent des cryptos pour ne pas payer d'impôts. Certains réfléchissent à utiliser des cryptos pour de l'optimisation fiscale. Est-ce que lorsqu'on utilise des cryptos, selon toi, on peut être totalement anonyme ou pas? C'est pas mes questions. Moi, je suis assez éloigné en fait du monde des cryptos, mais c'est des questions qui reviennent assez souvent. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Alors, les 99% des cryptos ne sont pas anonymes, elles sont pseudonymes.
Et justement, tout le paradoxe des cryptos, c'est qu'on pense que c'est anonyme, mais en fait, c'est parce qu'on la comprend pas. Et en fait, la base de la blockchain, c'est un ledger. Donc, en fait, toutes les informations sont absolument écrites et transparentes. C'est-à-dire, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre le pseudo de quelqu'un et sa réelle identité. C'est là que, par exemple, tous les exchanges centralisés doivent mettre en place des KYC, donc des No New Customer, comme dans les banques. Même les courtiers. Après, il y a des solutions, voilà, comme par exemple un projet qui s'appelle Tornado Cash, qui permettait en fait d'envoyer des cryptos dessus. Il les mixe, il change tous les pseudos, et du coup, en fait, on ne sait plus à qui ça appartient. Ça, c'est souvent ceux qui font des projets un peu borderline, qui utilisent ces solutions-là. On l'a vu, il y a une série sur Netflix, je ne sais plus comment elle s'appelle, How to Sell Drug Online. Je crois que c'est ça le nom de la série. Et justement, ils utilisaient un mixeur, ça c'est intéressant. Ils parlent énormément de crypto. Ouais, ils parlent de ça. Mais ils ont tout de suite été arrêtés par le FBI. Donc, la personne qui est en charge de ce mixeur crypto a été totalement écrouée. Donc aujourd'hui, faire gaffe, hein, quand on touche au monde des cryptos et qu'on veut commencer à faire des magouilles, c'est généralement pas une bonne idée. Hein. Je le dis pour ceux qui regardent le podcast. Alors, je pense justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de blanchiment d'argent dans les monnaies fiat pour moi que dans les monnaies crypto. Si on prend l'ensemble de la capitalisation du marché crypto, on est quoi? Je sais même plus la cap par cœur, je crois. On est 60 000 trillions de dollars peut-être, quelque chose comme ça. Mais on est largement... en fait, il y a une personne qui expliquait, même si on prenait... il y avait les derniers scandales, c'est quoi? Il y avait Pandora ou Panama Papers. Et en fait, ils ont fait la totalité des actifs qui étaient blanchis. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était supérieur par rapport à l'entièreté de la capitalisation du marché crypto. Ouais. Donc, ce qu'on est en train de dire, donc pour moi, c'est pas un argument. C'est un argument qui est fait pour retarder les choses, pour retarder l'inévitable, pour moi. Et on le voit avec BlackRock qui dit le Bitcoin c'est mal, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, ils ont leur ETF, ils vendent leurs produits. Et je suis absolument contre pour eux. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est bien de le dire. Et justement, c'est quoi pour toi les différences majeures entre les cryptos et les monnaies fiat? Juste 30 secondes ou une minute par rapport à ça. Alors les monnaies fiat, c'est basé strictement quasiment sur la confiance. Après, on avait l'étalon or, par exemple, sur le dollar qui a été abandonné depuis bien longtemps. Je veux dire, aujourd'hui, le franc suisse, par exemple, il a de la stabilité, ni plus ni moins, parce que la BNS achète des actions américaines, elle a de l'or, etc. Et parce qu'il y a une confiance et une stabilité politique. Donc ça, c'est pour les monnaies fiat. Il y a certaines monnaies fiat qui sont mises en danger. Le dollar, l'euro, ça devient extrêmement inquiétant quand même. Et je pense que la différence, c'est qu'en fait, il y a des cryptos qui sont là pour, en fait, la partie échanger de la valeur, comme le Bitcoin, par exemple, ou l'USDT, qui est un stablecoin, mais il y a des cryptos qui n'ont absolument rien à voir. L'Ethereum n'a pas pour vocation à échanger de la valeur. Elle a pour vocation à faire fonctionner ce qu'on appelle des smart contracts. C'est quand même pas la même fonctionnalité. Il y a 5-6 grosses catégories de cryptos qui sont utilisées pour différentes choses, pour différentes utilités. Ok, super intéressant. Et tout à l'heure, tu disais du coup que les monnaies fiat, tu l'as pas dit de manière directe, mais tu n'as pas forcément confiance dans les monnaies fiat. Par exemple, si tu parles du dollar, tu parles de l'euro peut-être plutôt. Qu'est-ce que tu penses sur le moyen long terme sur ces devises-là en réalité? Je pense, ce que je constate, ça veut dire qu'on ne peut pas faire une confiance aveugle dans nos gouvernements. Les marchés financiers et Wall Street ne le font pas. La dette de la zone euro est arrivée à des points sans précédent. Et quand on regarde la valorisation de l'euro contre le franc suisse, on voit bien que la Suisse, la BNS, la Banque nationale suisse, a abandonné le taux plancher il y a quelques années. Et que depuis, ça va... C'était en 2015, non? En 2014 Non, je crois. Je suis plus sûr. À vérifier la date, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je veux dire 2020 ou 2018, 2019 par là. C'est quand il y a eu le crash justement quand il y a eu des forts mouvements sur le CHF. On l'a remonté là. Oui, mais c'était en 2015 quand il y a eu ce fort mouvement. Oui. C'est quand justement la BNS avait arrêté de maintenir entre guillemets artificiellement. Tout à fait. Mais ok, ouais. Et voilà, je pense qu'il faut juste regarder au bout d'un moment les taux de déficit des pays. Les États-Unis ont une force de frappe militaire qui leur permet de faire usage de la coercition et de ne pas laisser le choix. Mais malgré ça, on voit par exemple en Arabie Saoudite, le pétrodollar est en train de disparaître. La seule raison de pourquoi est-ce que le dollar avait vraiment de la valeur, c'est parce que derrière, il y a l'armée la plus puissante de la planète, et deux, parce qu'il y avait le pétrodollar. Et s'il n'y a plus le pétrodollar, bon, on est en difficulté.
Et l'euro est en difficulté, bien évidemment. Et je pense qu'il y a un joli swing trading à faire de ce point de vue-là, parce que structurellement, ça va pas du tout. Et donc, si tu devais choisir des devises pour investir, ça serait plutôt du CHF ou du Yen ou pour investir, pour stocker ton cash, d'après toi? Stocker du cash, pour moi, il n'y a rien que mieux que le franc suisse. Et je dis pas ça parce que je suis suisse, mais... Un petit peu quand même. Non, franchement, il y a quoi? Il y a le dollar, il y a l'euro. Franc suisse, après, c'est peut-être une problématique de volume, je dirais. Oui. Mais le franc suisse, c'est pas mal. Et moi, je suis plutôt dollar, hein, tu vois. Si je devais choisir une seule devise pour stocker mes millions, si j'avais 150 millions, je mettrais une bonne grosse partie en dollars. On peut dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est la devise où il y a le plus d'échanges. Le forex, c'est 6 000 milliards de volume échangé chaque jour. C'est essentiellement du dollar. Je trouve pour moi que le dollar, c'est la devise qui est utilisée par le plus grand nombre de personnes. On voit même le dollar qui est utilisé par des pays qui sont plus ou moins indépendants, des tout petits États, utilisent le dollar. En fait, je trouve qu'il faut avoir plusieurs devises si possible. En fait, on est toujours exposé à quelque chose. Hein. Forcément, il y a forcément une comparaison avec quelque chose. Par exemple, quand on se dit, allez, on fait 50% de performance sur les cryptos, la question, c'est on le compare par rapport à quoi? Et est-ce qu'on corrige de l'inflation? Et je trouve que l'inflation en Suisse, officiellement pas très élevée, mon avis sur la question est tout autre, mais j'étais obligé. Vas-y. Mais quand on regarde le franc suisse, il est relativement stable. Par contre, c'est sûr, il y a un gros problème de volume, et c'est pour ça que les institutionnels aujourd'hui, ou même le yuan pourrait remplacer le dollar, mais une des principales raisons, c'est l'inertie et les volumes. On n'arrive pas à faire fonctionner le monde entier, et là, le dollar a pour le moment encore une proposition de valeur unique, en fait. Exactement. Et non remplaçable. Super intéressant. On va passer maintenant sur la partie suivante, en l'occurrence sur la gestion alternative en Suisse. On peut aussi parler des boîtes qui proposent ça sur Genève. Moi, tu le sais, je suis basé à Genève. Donc, j'aime beaucoup cet environnement-là. Toi, tu es suisse, tu es un peu baigné aussi là-dedans. Explique-nous un petit peu ce que tu penses de la gestion alternative, des boîtes pas dire de conseil en investissement, mais vraiment de gestion d'actifs ici en Suisse. Est-ce que c'est intéressant d'aller dans ces boîtes-là quand on a un peu d'argent? Ça veut dire quoi un peu d'argent? À quel niveau c'est accessible? Qu'est-ce que tu penses des banques privées? Je te pose pas mal de questions, mais parlons un petit peu de la Suisse, surtout on va dire de Genève par rapport à ça. Ça me fait super plaisir de parler de ce sujet parce que je suis candidat à la certification. Alors est-ce que tu peux peut-être d'ailleurs, juste avant qu'on oublie, nous présenter cette certification-là? Alors, c'est une certification qui vient des États-Unis. C'est l'équivalent du CFA, en fait, mais spécialisé dans la gestion alternative. Donc, en fait, ça aborde tout ce qui est private equity, venture cap, LBO, les cryptos également, CDS, MBS, etc. Donc, en fait, c'est tout ce qui est non linéaire et qui ne suit pas, en fait, vraiment les règles établies comme sur les obligations. Donc, en fait, par exemple, l'investissement dans l'art, dans les véhicules de luxe, anciens, etc. Donc je me suis vraiment spécialisé dans ça et c'est faire la plus haute distinction qu'on peut avoir dans ce secteur. Donc c'est un peu comme ça que je me suis en fait formé. Et là, tu le passes quand le Kaya 2, normalement, je dirais mars 2025, il faut encore que je me prépare pour le niveau 2. C'est 1400 pages, j'ai de quoi m'amuser un petit moment encore. C'est bien, si derrière il y a une vraie utilité à la fois pratique, mais aussi à la fois qui te permettent d'intégrer, est-ce que tu voulais rejoindre un peu le côté institutionnel, clairement c'est un passeport pour entrer dans ces boîtes-là. Tous ceux qui regardent là, ce podcast, qui souhaitent se professionnaliser, ça peut être une solution incroyable, mais qui est aussi incroyablement difficile, je pense. Je pense que justement le plus grand crime des universités, c'est qu'on fait croire que c'est facile, où on adapte, il y a un nivellement par le bas qui est en train d'être fait. J'invite toute personne à s'acheter les livres, ça coûte 400 francs, donc je trouve abordable. Et c'est là où vous vous rendez compte à quel point en fait vous comprenez pas ce qu'il y a en face de vous, quoi. Et je pense qu'il faut bien être conscient de ça. Ça n'amène pas tout. On parle d'analyse financière, de gestion plus très très institutionnelle. La gestion alternative est impraticable par un particulier. Il y a des barrières à l'entrée qui sont gigantissimes. Mais par contre, c'est super intéressant. Quand tu dis, je te coupe, quand tu dis la gestion alternative n'est pas applicable pour un particulier, la gestion alternative, c'est tout ce qui est gestion en dehors d'une gestion entre guillemets bon père de famille. On est sur des placements qui sont parfois dans des produits structurés. Pour moi, faire du trading sur les contrats à terme, même sur du CFD, c'est de la gestion alternative. Pour autant, pour moi, accessible à une clientèle
particulière. Moi-même, je ne me considère pas comme institutionnel, même si j'ai une société, etc. Je trade ces produits-là. Pour moi, c'est de la gestion alternative. Est-ce que tu peux préciser ce que tu viens de dire? Oui, alors c'est surtout, par exemple, quand on parle de private equity, c'est des fonds de private equity qui vont être spécialisés dans, par exemple, des LBO, qui sont des leveraged buyouts. Tout ce qui est beaucoup plus sophistiqué, on va dire. Oui. Ok, donc là, c'est extrêmement sophistiqué, extrêmement difficile. Et donc complexe à mettre en place pour un trader de détail, et même un trader de détail qui a 2 ou 3 millions, c'est compliqué, quoi. Alors, une banque, même une banque privée va déléguer ça à des fonds parce qu'elle-même n'a pas l'infrastructure pour le faire. Et la gestion alternative, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en train de devenir de plus en plus grosse. Et c'est là où, justement, la Suisse, on a un avantage. On est en train de parler de ces certifications CAIA qui sont déjà très, très populaires aux États-Unis. Et en fait, maintenant, la tendance, elle est vers la décotation. Donc, en fait, on a de plus en plus d'entreprises qui sont cotées en bourse, qui se décotent parce que trop de réglementation, trop compliqué, trop de pression des actionnaires. Et ça, en fait, tous les investissements dans les entreprises non cotées, c'est intéressant, mais c'est très particulier. C'est plus difficile d'accès au final pour un client de détail. Oui, puis je pense qu'il y a des risques aussi qui font que, par exemple, il n'y a aucune utilité. Je veux dire, ça vaut la peine, j'avais appris ça justement, pour une banque, ça vaut la peine de mettre en place un programme PI en interne à partir d'un demi-milliard. C'est juste pour comprendre de quoi on parle. Je comprends. Et pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans tes certifications, comment il procède là? Quelqu'un qui regarde la vidéo, qui regarde le podcast, comment il peut procéder pour commencer? Alors, tu as parlé effectivement des différents bouquins, mais c'est quoi les étapes? Comment tu t'es inscrit à ce système-là? Combien de temps ça a pris? Est-ce que tu peux donner plus d'infos? Alors, on tape le représentant, la personne qui vend les livres, enfin, le système qui vend les livres, c'est Top Finance. Donc, vous tapez sur Internet Top Finance. Et puis, en fait, il vous propose des livres par l'éditeur Kaplan Schweizer, en fait. Donc vous payez en plus, mais par contre ils font des super livres, des super résumés du programme officiel, parce que le programme officiel fait encore plus que 1400 pages, je crois, il fait 1800 ou 1900. Ouais. Donc en fait on a un résumé qu'on paye, ça coûte dans les 800 francs, et puis après en fait on faut lire les livres. Faut lire les livres, faut y aller et tous les jours. Moi c'est tous les jours, c'est une vingtaine de pages. L'inscription en tant que telle, ça se passe en ligne? Où tu passes l'examen? Alors l'inscription, tu l'as fait effectivement en ligne, donc tu vas sur le site par exemple de l'association CAIA ou CFE. Tu t'inscris au programme, tu payes le fee. Et en fait, après, il y a des examens dans le monde entier, dans des centres agrégés. Donc, moi, je l'ai passé, par exemple, le CAIA 1, je l'ai passé à Lausanne. Et donc, simplement, tu t'inscris. Et par contre, quand tu arrives à l'examen, il faut vraiment être prêt. Il faut faire 70% juste sur les... Pas faire les choses à moitié. Non, sinon, on n'a aucune chance. Faut être très, très motivé. Mais ça peut être intéressant. Ça montre qu'avec du mérite, on peut réussir à faire des choses intéressantes. On travaille, en fait. C'est ça, oui. Je pense que c'est important de dire. Alors, pour suivre, du coup, sur ce que je disais initialement par rapport un peu à l'environnement genevois, les banques genevoises, la gestion alternative... voilà. Est-ce que c'est accessible pour un investisseur particulier? Si oui, sur quel montant? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vaut pas mieux apprendre à investir sur des ETF? Est-ce que nous, on enseigne d'ailleurs avec Marc Raffard sur investir sur les ETF en DCA dynamique, ou est-ce que ça peut être intéressant de jouer le jeu avec une banque en Suisse? On fait pas grand-chose. Qu'est-ce que tu penses un peu de cet environnement-là et du côté un peu Swissness, on va dire? Je pense par exemple pour les fonds spéculatifs à Genève, c'est quand même une place intéressante, mais on a des fonds spéculatifs qui sont drastiquement différents de ceux qu'on trouve aux États-Unis ou à Londres, dans le sens où en fait c'est des fonds qui sont beaucoup plus stables. On cherche pas trop à performer, mais en fait ce qu'on cherche, c'est à se hedger à la baisse. Donc en fait ça c'est un peu la structure des fonds suisses de ce point de vue-là. Et en fait pour répondre à ta question, je pense qu'il y a un réel dilemme aujourd'hui de savoir qu'est-ce que la banque propose d'unique. Des nouveaux acteurs comme par exemple Revolut sur les taux de change ont complètement disrupté le marché. Par exemple, j'ai un copain qui travaille à UBS. Il m'a bien expliqué que la banque gagne beaucoup moins d'argent parce que les gens vont faire leur change sur Revolut et ensuite reviennent sur UBS. Donc, que ça soit des points de vue de l'ETF, des taux de change, etc., je pense que la banque doit se remettre en question d'une certaine façon. Elle a son business établi et que je respecte. Mais peut-être de se poser la question justement, comment est-ce qu'on remet de la valeur, comment est-ce qu'on va chercher de l'alpha, et de bien comprendre que dans l'industrie financière, les personnes qui vont aller chercher de l'alpha, donc en fait du rendement pur corrigé d'inflation, et les personnes dont c'est le métier, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et moi, je trouve ça absolument passionnant parce que ça montre que voilà, entre être banquier retail et banquier corpo, on ne parle pas du même métier, quoi. Ouais, c'est pas le même monde. Et donc, du coup, si
si on veut intégrer, alors je parle en tant que client, une belle société de gestion d'actifs ou une belle banque, en Suisse on a Pictet par exemple qui est incroyable, je sais pas combien ils ont de milliards sous gestion. Ils ont d'ailleurs, parce que là pour une petite info, on tourne à Lausanne, Oui. dans le studio, alors le nom du studio je l'ai là si jamais. WeTalk. Publicité, Merci. WeTalk. Merci pour l'invitation. Et donc ils ont leur bureau Pictet à Genève, aux Acacias si je dis pas de bêtises, c'est juste Tout à fait. immense, super sympa, et ils ont une salle vide, une salle de marché, enfin vide avec les écrans, tout ce que vous voulez, mais il n'y a personne dans cette salle de marché à Lausanne. Elle est juste là, en termes de. Juste pour la sécurité, si tout plante à Genève, ils partent avec un bus directement sur Lausanne pour reprendre l'activité. Donc en termes de sécurité, on est sur des trucs dingues. Et savoir que le canton de Genève et le canton de Vaud, c'est pas le même canton. Donc j'imagine qu'il y a des différences en termes d'électricité. Si ça plante à Genève, ça planterait peut-être pas ici à Lausanne. Et j'ai appris ça par une personne qui travaille indirectement avec Pictet, et je trouvais ça dingue. Mais voilà, si on veut rejoindre, parce que ce sont les questions qu'on pose, Faustin, t'es en Suisse, j'aimerais bien rejoindre une banque, et les personnes, elles me disent, oui, mais je veux investir 100 000. On peut rien faire. Pas accéder à une banque privée suisse ou à des investissements sophistiqués. Peut-être donner des ordres de grandeur si tu Alors veux. justement, c'est les questions que je te pose. Pour un mandat réellement actif, alors après, les amis banquiers me diront que non, ils font autrement, mais un mandat actif, c'est 5 millions. Ok. Et une boîte de gestion indépendante qui va prendre un client, c'est environ. Après, il y a toujours des particularités, mais si on veut le must, Ouais. on parle d'une entrée à 30 millions. Ouais. En tout cas en Suisse. Après, en Suisse aussi, on a une particularité. On a une place de très haut niveau, on est ultra spécialisé. On cherchait des clients aussi haut de gamme, très haut de gamme pour ouais. faire des choses sophistiquées. Moi, ce que j'avais vu à l'époque avec HSBC, Private Banking, évidemment à Genève, 1 million. Alors après, je sais pas derrière ce qu'ils font. Et après, sinon, j'ai des amis, mais c'est des petites boîtes de gestion hein, qui proposent des services. Et c'est vrai qu'ils commencent pas en dessous de 800 000 francs. Donc, on peut accéder à certaines infrastructures, je pense, en Suisse, pour des montants qui sont pas non plus gigantesques. Mais c'est sûr que si vous avez 100 000, ça sert à rien. Faites vous-même les choses. Vous faites votre trading, par exemple, avec IG, et vous faites vos investissements ETF avec un autre courtier, que ça peut être Interactive Broker ou autre. Mais il faut comprendre que sur ces montants-là, la Suisse, ça va en aucun cas intéressant pour vous. Je pense. Après, justement, c'est intéressant le business des banques privées. Justement, il y a plein de gens qui sont très fortunés, qui se sont redirigés, qui ont compris qu'en fait, la banque faisait des stratégies de gestion passive et que pour ça, ils n'avaient pas besoin d'être en banque privée. Parce que les banques, elles prennent. Je sais qu'UBS, la partie wealth management, ils prenaient 1,5 de frais. Alors, je pense que c'est négociable. 1,5 par an. Je sais pas, peut-être j'ai une connerie, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, c'est le standard, c'est le fee standard. Raiffeisen, c'est 1,7, je crois. Ça dépend des fonds. Bon, voilà. Hein. Mais mine de rien, c'est un coût énorme quand on voit que c'est important de le dire, que la plupart des fonds aujourd'hui vont sous-performer le SP500, par exemple. Oui, alors, mais après, quand on a de l'argent, il y a d'autres sostifications qui sont nécessaires. Voilà. Oui, mais parce que par exemple, le Nasdaq est ultra concentré aussi. Parce qu'il faut aussi voir les pondérations de ces indices qui sont ultra concentrés. Mais maintenant, c'est clair, vous étiez sur Nvidia, ça porte toute la bourse américaine. Voilà, au bout d'un moment. Mais la question, justement, la question de la diversification, la gestion alternative, c'est l'opposé de la diversification. Se dire, on est beaucoup plus concentré, mais par contre, quand on se concentre sur un actif, je sais pas, on investit dans Nvidia, mais on a fait d'une vraie recherche derrière. Et en fait, le problème avec la gestion passive, c'est qu'on est en train de faire monter des valorisations, de faire monter les valorisations de certaines boîtes sans regarder les fondamentaux. Et aujourd'hui, on a des boîtes qui sont totalement décorrélées en fait, de leur valorisation. Et là, du coup, je renvoie sur le concept qu'on parlait d'avant de momentum dans les cryptos, de savoir qu'est-ce qui est important. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un lien avec les actions, en fait. Ok, très intéressant. Et on parlait hors antenne, hors podcast plutôt, on parlait aussi des boîtes, enfin des bureaux qui sont présents sur Genève, et il y en a beaucoup, qui ont après des filiales à l'étranger pour toute leur partie gestion alternative aussi, avec des fonds spéculatifs qui sont BVI ou qui sont à droite à gauche. Est-ce que tu peux détailler un peu le fonctionnement de ça et quel est l'intérêt de faire ça? Est-ce que ça peut être intelligent ou pas d'investir dans ces boîtes-là? Peut-être que les tickets d'entrée sont plus faibles aussi. Est-ce que tu veux dire quelques mots par rapport à ça? C'est assez large la question que tu m'as posée, mais grosso modo, par exemple, quand il s'agit d'un fonds alternatif, private equity, VC ou hedge fund,
Généralement, en fait, les personnes qui ont les connaissances, elles seront situées en Suisse, à Londres, à Zurich, à New York, dans les grands centres financiers. Mais par contre, en fait, les structures légales se trouvent par exemple aux îles Caïmans, aux îles Vierges britanniques, pour des raisons en fait de simplification administrative et pour plein d'autres raisons aussi. Quelles autres raisons? Fiscales notamment. Ouais, c'est bien, c'est bien de le dire. Je veux dire, c'est de notoriété publique. Bien sûr. Donc, Mais, je n'apprends rien à personne qui connaît le sujet. Mais non, mais je pense qu'il y a aussi un vrai intérêt administratif qui est juste non négligeable dans ces places financières-là. Du style BVI ou Caïman ou genre de place. Après, tout est géré en fait sur place en Suisse, mais c'est juste le nom qui est domicilié dans ces places-là. Comme des fois, vous allez investir via la Suisse, un fonds qui est domicilié au Luxembourg ou autre. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et peut-être qu'on pourra détailler ça, c'est que selon où vous allez investir, même en tant que trader particulier, il y a des places où vous allez être beaucoup plus compétitif que d'autres. Et lorsqu'on investit en bourse, l'objectif, c'est de gagner sur les marchés, mais c'est aussi d'être compétitif. Est-ce que tu veux détailler ça? Parce que entre quelqu'un, par exemple, qui est domicilié en France, je fais un parallèle peut-être un peu hasardeux, quelqu'un qui est domicilié en France, qui va trader sans entreprise, sans rien du tout, il risque de se faire, je ne vais pas utiliser le terme, peut-être un petit peu allumé. Alors après, bien sûr, il y a des solutions d'optimisation, mais il va quand même généralement se faire allumer par rapport à, par exemple, un trader en Suisse, qui lui va avoir potentiellement moins de fiscalité, voire 0% d'impôt, si c'est un trader de détail. Je suis un peu dévié du sujet, mais je sais que tu as 2-3 choses à nous dire par rapport à ça. Oui, alors en fait ce qui est important, c'est, par exemple, je pars d'un particulier. Première étape, faire un budget. Savoir ce que vous gagnez, savoir ce que vous dépensez. Quand vous allez travailler, vous gagnez, je ne sais pas, 10 000 francs par mois, mais si vous avez 8 000 francs de frais de déplacement professionnel pour aller travailler, bon, il ne vous reste plus grand-chose sans les taxes. Donc en fait, le but, c'est et je reviens sur ta question, c'est de faire un budget, de savoir qu'est-ce qu'on gagne, combien il nous reste avant les taxes, et qu'est-ce qui nous reste après les taxes. Before tax et after tax income. Et puis, en fait, le but de ça, c'est de savoir qu'est-ce qui nous reste à trader, pour trader ou pour investir dans une gestion passive, alternative, ça c'est pour les particuliers. Pour toute classe, personne, je veux dire, tous les gens qui ont de l'argent ont un budget, ils savent où leur argent va et où il ne va pas, en fait. Et donc ça, c'est important. Et quand on parle, par exemple, de trading, il est évident, c'est déjà tellement difficile de faire de la performance, un vrai alpha corrigé du bêta, de plein de termes un peu techniques, corrigé de tout ça, et ben en fait, c'est déjà tellement difficile. Alors en plus, si on vous met une flat tax de 30%, par exemple, pour la France, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Et il n'y a plus aucune incitation, à prendre ces risques-là. Je suis heureux de voir en Suisse qu'on a encore une réglementation qui permet un gain en capital à 0% pour les traders de détail qui font ça pas à titre professionnel. Je pense que c'est important pour... Ouais, tant que ça reste, à mon avis, des petits montants ou que c'est pas au-delà de son salaire, je pense que ça peut rester catégorisé en tant que trader de détail. Après, sur certains montants, si vous êtes un professionnel de la finance de marché, vous allez forcément devoir avoir une entreprise à un moment donné à un autre, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Tout à fait. Mais effectivement, si vous faites un peu de trading sur les CFD, que vous êtes, ou même sur les futurs, ou même sur les actions, vous avez 0% d'impôt. Hors dividende. Sur le gain en capital. Hors dividende. Les dividendes sont taxés en revanche. Alors, oui et non. les dividendes, lorsqu'on reçoit, par exemple, si on a 100 francs de dividendes, on a un impôt anticipé de 35% sur les actions suisses. Et ensuite, donc, on fait ça. Et ensuite, une fois qu'on fait sa déclaration d'impôt, on peut récupérer ces 35% en remplissant le formulaire de récupération de l'impôt anticipé auprès de l'administration de l'AFC, de l'administration fédérale des contributions, en fait. Ok. Donc, et après, c'est taxé comme un revenu. Ok, super intéressant. Et est-ce que tu penses que la Suisse est un pays intéressant pour créer une entreprise, justement pour trader, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt avoir une entreprise ailleurs? Est-ce qu'un résident en Suisse a le droit d'ailleurs de créer une entreprise en dehors de Suisse? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça? Parce que moi, ce que je vois, hein, je le dis, hein, les personnes que je côtoie ici sur Genève ou ailleurs, par exemple des entreprises à droite, à gauche, optimisent aussi pour être compétitifs, on l'a dit, hein, faut gagner de l'argent. Et ça passe aussi par cette optimisation-là. Qu'est-ce que tu penses de ça, et surtout pour quelqu'un, on va dire, qui est en Suisse? Moi, je me suis toujours battu, à mes temps perdus, j'ai une petite casquette politique qui m'anime, mais bon,
j'ai de la peine, hein. Mais et je me suis toujours battu pour que la Suisse, je me bats encore aujourd'hui, et je pense que ça serait important de le dire, d'avoir une place financière qui est compétitive. On a des loyers qui sont super chers, on a un train de vie qui est très cher de base, et si en plus on taxe, on fait monter les TVA, qu'on fait monter différents impôts, on risque de plus être compétitif et les gens risquent de partir. Et je fais un petit signe à la commune de Saint-Pré qui a perdu une entreprise de valeur Vetropac dernièrement, qui est partie parce qu'en fait la main-d'œuvre et les taxes étaient trop chères en Suisse. Et aujourd'hui, ils sont plus là et ils ne font rien gagner au pays, ni au canton ou à la commune. Donc il faut être compétitif. Et pour répondre à ta question, je pense que la Suisse, malheureusement, devient de moins en moins attractive. Par contre, on a une stabilité qui peut être enviée. Ouais. Donc voilà, c'est toujours de dire qu'est-ce qu'on met dans le prix, hein. Pour moi, je suis d'accord de payer des taxes pour autant que j'ai des services en retour ou que j'ai une certaine stabilité. Je pense qu'en Suisse, on a encore cette chance-là. Malheureusement, c'est en train de un petit peu, à mon sens, de se dégrader. Et on voit qu'il y a des places financières. Singapour, j'ai été dernièrement à Copenhague également. Je veux dire, ils sont très avancés technologiquement. Ils sont à la pointe Singapour, c'est la Suisse de l'Asie, hein. Sauf c'est la Suisse de l'époque de l'Asie. Moi, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est important de comprendre. Le but, c'est pas de payer des impôts. Le but, c'est de créer la valeur. Le fait de taxer quelqu'un ne ramène aucune valeur. Bon. Après, la Suisse, ça reste quand même assez compétitif sur les impôts sur les entreprises, même sur les charges quand on se verse des salaires. Parce que si vous faites comme moi du trading via votre société, soit vous versez des salaires, mais vous avez des charges, soit vous versez des tout petits salaires et vous allez payer de l'IS. Donc ça reste quand même beaucoup plus compétitif qu'en France. Même on parlait brièvement de la TVA, mais c'est pas forcément lié au trading. Mais c'est vrai que globalement, ça reste intéressant. Mais il y en a beaucoup aussi, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Souvent aussi, on a une audience qui est en France, qui partent à l'étranger, qui partent s'installer à Dubaï pour avoir moins d'impôts, et qui font du trading sur place. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui va faire 20% de performance en France et quelqu'un qui va faire 20% de performance sur le marché à Dubaï, c'est pas la même chose. Ou par exemple, quelqu'un qui a une boîte à Hong Kong, il va payer 0% d'impôt sur les gains capital parce que c'est pas taxé. Alors, quand il fera des pertes, il pourra pas les reporter sur l'année suivante, comme c'est le cas en France ou en Suisse. Mais il y a des places qui sont compétitives, et je pense que quand on fait du trading, à un moment donné, qu'on commence à être bon, il faut, à mon avis, oser optimiser, mais toujours rester dans le cadre légal, voir ce qui est possible de faire et surtout jouer le jeu. Si vous êtes en France et que vous allez créer une boîte, je sais pas moi, à Hong Kong, sans la déclarer, c'est peut-être un peu hasardeux. En revanche, vous êtes peut-être, je sais pas, n'importe quoi. Je me permets, excuse-moi de t'interrompre. Il y a une différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. Voilà. La fraude fiscale, c'est le fait de ne pas déclarer. L'optimisation, c'est le fait de jouer avec les écritures comptables. Merci. Mais voilà, c'est juste un petit disclaimer. Il faut penser à l'optimisation, mais essayez de le faire dans un cadre légal. Faites-vous accompagner. Et ça, vous allez le faire au moment où c'est intéressant de le faire. Ne le faites pas si vous gagnez 3 francs 6 sous, si vous avez un tout petit capital. Ça ne vaudra pas le coup. C'est des bons problèmes à se poser en fait, au bon moment. Et pour terminer ce podcast, sauf si tu as d'autres choses à rajouter, non, je t'en prie. Étant donné que côté Suisse, je crois que tu es le premier Suisse qu'on a sur la chaîne YouTube, ce qui est le comble, sachant que je suis basé en Suisse. C'était le moment, non? J'avais pas trop le choix, surtout on me posait pas mal de questions. Qu'en est-il du secret bancaire en Suisse? Grand sujet. Grand sujet, et à mon avis, tu vas pouvoir nous répondre avec précision. J'adore ce sujet, puis il y a plein de Suisses qui ne connaissent pas la chance qu'ils ont eux-mêmes. Officiellement, le secret bancaire, et la Suisse l'a bien revendiqué, n'existe plus suite à des pressions américaines notamment, et de l'Europe. Donc voilà, il n'y a plus de secret bancaire. Mais en fait, il y a une certaine tolérance pour les Suisses. Ça veut dire qu'en fait, quand on est Suisse, c'est à nous de déclarer notre compte bancaire auprès de l'administration des impôts de notre canton, en fait. Et donc au final, en fait, on a un certain secret bancaire. Maintenant, il peut être levé, on peut avoir des comptes qui peuvent être gelés. Mais je veux dire, c'est pas si simple. La Suisse reste très... C'est des cas extrêmes. C'est dans des cadres où on commence à faire du trafic de qu'il y a des réels soupçons de trafic ou de trafic international, où là, sous mandat d'un procureur, on peut aller voir ce qui se passe sur le compte et si c'est pertinent, le geler. Mais pour un Suisse qui est de nationalité suisse, aujourd'hui, il y a encore le secret bancaire. Je vous prends un exemple, vous prenez votre voiture, vous la vendez, vous recevez un virement de 50 000 francs sur votre compte.
on va pas vous bloquer votre compte comme en France où votre banquier va pas vous appeler juste pour vous demander qu'est-ce que c'est, quoi. Enfin, Ce qui est dingue le aussi. droit d'échanger, c'est notre argent. C'est encore notre argent. Je comprends ce secret bancaire, mais ça, c'est vrai que c'est dingue. Moi, pour une petite anecdote, j'ai acheté une voiture il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait un seul virement. Jamais ça serait passé en France. J'ai acheté ma voiture. Je l'ai acheté d'occasion, ma voiture, je le dis, pour aussi optimiser. Il faut savoir aussi acheter correctement, pas uniquement sur le DAX 40 ou les cryptos, aussi savoir acheter intelligemment une voiture quand on connaît la décote. Bon, parenthèse terminée, j'ai fait un seul virement, mais c'était quand même un assez gros virement. Plusieurs dizaines et dizaines de milliers d'euros. C'est passé directement. En Suisse, c'est très bien que en France, ça serait jamais passé. C'est ça qui est dingue. On voit quand même que c'est un autre monde, donc il y a quand même plein d'avantages, il y a la stabilité, mais il faut pas voir non plus ça comme un Eldorado, vous allez arriver, vous allez toujours tout de suite réussir. Il y a des inconvénients aussi un peu comme tout pays. J'ai un bon point sur ça. La Suisse est un pays extrêmement compétitif. Donc on peut pas, c'est très difficile de vivre en faisant semblant. Hein. Donc on est quand même on est un pays plus capitaliste que les États-Unis. Et il faut bosser, quoi. Vraiment, il faut bosser. Si on bosse sinon, pas, ça devient très vite extrêmement difficile. Ouais. Et justement, sur le point que tu mentionnes, au final, quand on met son argent dans une banque, faut pas oublier qu'en fait, c'est la banque qui a une dette envers nous. Ça veut dire qu'au moment où on met l'argent en banque, sur un compte bancaire, ce n'est plus notre argent. Contrairement à une action où en fait, elle n'est pas propriété de la banque, elle garde, mais c'est nous qui sommes propriétaires. Et justement, moi, ce qui m'a alarmé, c'est la situation qu'on a eue avec Crédit Suisse, qui montre que ça soit un exchange crypto, et je fais le parallèle, que ça soit un exchange crypto ou une banque, on ne doit pas avoir une confiance aveugle, on doit voir les signaux d'alarme, et on doit apprendre à quitter une banque si on sent qu'elle peut perdre en stabilité et avoir un bank run, en fait. Ouais, c'est important. C'est important. Écoute, Loris, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je te laisse juste peut-être rapidement le mot de la fin avant de clôturer le podcast. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire que tu voulais nous dire peut-être en 2-3 minutes, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Ouais, j'ai quand même une chose que j'aimerais laisser peut-être la communauté avec. Punaise, faites un budget, s'il vous plaît. Ouais. Faites un budget. Vous devez savoir, et aujourd'hui, on vit des temps difficiles. L'inflation est bien plus élevée que ce qu'on peut y croire en France. C'est une totale catastrophe. Mettez l'inflation de votre budget. Mettez l'inflation, calculez, vous devez savoir qu'est-ce que vous gagnez exactement. Arrêtez les crédits, arrêtez les leasing. Il faut arrêter. Il faut se concentrer sur comment créer de la valeur et arrêter de se mentir à soi-même en disant que ça va bien. Et je pense que l'immense majorité des gens, mais partout, je pense que c'est aussi le cas en Suisse, France, partout, ne savent même pas combien ils dépensent réellement par mois. C'est-à-dire que ce petit bonheur la chance. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que c'est réellement le cas. Et avant d'être bon en trading, essayez déjà d'être bon dans vos finances. Essayez de bien gérer vos finances. Comme tu dis, faites pas de leasing, faites pas des crédits qui servent à rien. Ça sert à rien d'avoir la plus grosse voiture, ça sert à rien d'avoir la plus belle montre. Essayez de gérer votre argent. Et une fois que vous savez déjà gérer votre propre argent, ce sera plus facile de bien gérer votre compte de trading. Parce que le trading, avant tout, pour moi, c'est pas être un génie de savoir quand ça va monter, quand ça va baisser, mais c'est surtout être un génie de la gestion du risque. Un bon gestionnaire de risque sera généralement le meilleur profil de trader. Merci pour ce mot de la fin. Alors, pour terminer... Et on propose ça d'ailleurs, si jamais c'est un service que j'ai officiellement pas lancé, mais je serais heureux d'accompagner. Oui, surtout que tu m'en parles à chaque fois de tous tes tableaux, tes logiciels, etc. Mais toi, je pense que tu pousses un peu les choses trop loin, ne soyez pas... Mais j'ai développé un système avec un Excel, avec la banque You, en fait, vous recevez votre salaire et ça sépare... dans des comptes, donc en fait, à peine vous recevez votre salaire, ça part pour le loyer. Toi, tu pousses les choses bien loin, mais je pense que c'est utile. Hein. C'est mieux de faire comme ça, évidemment. On n'a pas le choix. Faut évidemment que l'inverse. Si jamais tu as des réseaux, on les mettra dans la description de la vidéo. Maintenant, je vais terminer le podcast. Donc, je voulais vous remercier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas que vous avez aussi une initiation 100% gratuite au day trading. Vous avez un lien dans la description. Puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.